À la une ce soir, le président du MoDem est en visite chez nous. Les relations entre la Caraïbe et l'Europe sont au cœur du colloque organisé par le Parti démocrate européen. Nous aborderons les enjeux de ces rencontres avec François Bayrou, notre invité ce soir. La Guyane, gangrénée par le phénomène des mules, elle serait de plus de 4000 à transiter chaque année par le territoire pour transporter de la drogue contre quelques milliers d'euros. Retour au XVIIIe siècle avec les élèves du collège Robert III au château d'Ubuc. Les élèves ont revêtu des tenues d'époque pour partager avec les plus jeunes un pan de l'histoire de l'ancienne habitation sucrière. Et puis du sport, le Tour cycliste junior débutera demain au Robert. Pour cette 13e édition, il faudra composer avec une équipe venue d'Île-de-France, déjà annoncée comme grande favorite. Bonsoir à tous, bienvenue. François Bayrou, le président du MoDem, est donc en visite chez nous. Le Parti démocrate européen organise un colloque aujourd'hui et demain sur l'Europe et la Caraïbe. Des parlementaires européens venus des 4 coins du globe, ou plutôt de l'Europe, y participent. Plusieurs thématiques abordées. Le commerce, la diplomatie territoriale et le changement climatique. Ce sont ces 2 dernières thématiques qui ont été largement évoquées aujourd'hui à la Batelière. Sandrine Claude. La diplomatie territoriale au cœur de ce premier jour de colloque. Autour de François Bayrou, des sénateurs, députés et universitaires venus de toute l'Europe. Pour les élus martiniquais, c'est l'occasion d'exposer les difficultés à échelle locale. Permettent à ces parlementaires européens de bien prendre le pouls et de connaître exactement nos difficultés. Nous avons bon nombre de parlementaires européens qui sont venus aux Antilles mais qui ne connaissaient absolument pas nos problématiques. C'est l'occasion aussi pour l'Europe de toucher du doigt nos atouts et nos difficultés. Largement évoqué, le changement climatique, une problématique cruciale pour la zone Caraïbe, de plus en plus exposée à ses effets. Comment les Antilles, la Caraïbe peuvent changer de paradigme et se tourner vers une logique plus de développement autour des changements climatiques et de leur rôle central autour de cette proposition de M. Macron sur le changement climatique dans la zone des Caraïbes et comment faire de la région Caraïbe la première Smart Climate Zone. Outre une collaboration avec l'Europe, les échanges font aussi ressortir le besoin d'une meilleure coopération entre les îles du bassin caribéen, notamment sur la question de l'éducation. Il faut effectivement que dans la Caraïbe, on puisse trouver, j'ai envie de dire, des débouchés pour nos enfants, parce qu'il faut quand même qu'on pense à nos enfants. Lorsqu'on parle par exemple de Erasmus, il s'agit effectivement de trouver des voies de développement de notre territoire, mais pour nos enfants, de façon à ce qu'ils n'aillent pas à 10 000 km chercher donc, les moyens d'étudier. Plus qu'une simple vitrine de la Caraïbe, certains élus souhaitent que la Martinique devienne un véritable acteur en matière de relations internationales. L'exigence d'une meilleure représentation de nos territoires, d'une plus grande participation à l'élaboration de politiques européennes, de l'Union européenne dans la Caraïbe, ben ça relève du bon sens. Et en plus, c'est la modernité. C'est l'Union européenne elle-même en parle déjà. Aujourd'hui, il s'agit de passer des déclarations à l'action et ce que nous entendons faire. Le colloque se poursuit jusqu'à demain avec cette fois comme thématique principale le monde de l'entreprise. Et Josette Manin, qui est bien évidemment députée de la Martinique et non sénatrice. Le président du MoDem est donc avec nous. Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, la situation sociale en Martinique, vous la connaissez peut-être mieux que moi. Elle est dramatique. 20% de chômage, tout autant de RSA. 5000 Martiniquais quittent le territoire chaque année. Quelle est la réponse de l'Europe face à ce constat déjà? D'abord, ce n'est pas la réponse de l'Europe, c'est la réponse à laquelle doit participer l'Union européenne. Alors, puisque vous le reformulez ça n'est ainsi... pas l'Europe qui va toute seule apporter par un coup de baguette magique la réponse aux difficultés qui sont celles de la Caraïbe, en tout cas des Antilles et d'autres régions en France. Bien sûr, mais alors est-ce qu'il y a des pistes de réflexion? Ce qui est intéressant, c'est que on a
touché du doigt toute la journée, et on continuera demain dans une rencontre un peu exceptionnelle. On a touché du doigt les problèmes et les réponses possibles, en partant du concret, du plus proche. Il y a toutes les questions qui touchent aux cyclones, aux typhons, enfin ce que... Ça on va y revenir dans un instant, on va parler du climat. Et donc, mais en termes d'économie, je vous coupe, en termes d'économie, qu'est-ce qu'on peut faire ? En termes d'économie, ben j'allais dire c'est simple, non, mais c'est extrêmement compliqué. Mais la question est simple, il faut que les entreprises créatrices d'emplois sur le territoire de la Martinique, de la Guadeloupe, soient à égalité avec d'autres entreprises de la zone. Et pour ça, il faut toucher, évidemment, je crois, à la question des charges sociales pour l'emploi, qui est une question extrêmement lourde, à la question de l'investissement pour les entreprises, à la question des facilitations en termes de règles, de normes qu'on est obligé de remplir. Et il faut aussi que, du point de vue de l'éducation, il y ait des réponses qui soient apportées. Il y en a une qui a été tout à l'heure évoquée. C'est que vous connaissez ce programme qui s'appelle Erasmus. Bien sûr. Ce sont les étudiants qui vont faire des séjours dans d'autres pays. Imaginez des étudiants qui veulent aller faire des séjours dans des pays de langue espagnole. Il serait beaucoup plus facile qu'ils aillent en Amérique latine, qu'ils aillent à proximité et qu'ils découvrent des civilisations qui sont géographiquement plus proches plutôt que d'aller faire 8000 km pour se retrouver sur le continent européen. Mais vous savez, nos élus locaux sont très demandeurs de toutes ces coopérations avec l'Europe, mais nous sommes à 8000 km du centre névralgique des affaires. Est-ce que l'Europe peut finalement réellement prendre en compte nos problématiques alors qu'elle a déjà dans son espace intercontinental des territoires qui sont défavorisés? Finalement, on est très loin. Oui, mais vous me permettez de prendre votre phrase à l'envers. Vous dites on est à 8000 km du centre névralgique. Est-ce que ce n'est pas un handicap? C'est ça ma question. Le centre névralgique, ça doit être ici. L'Europe, elle n'est pas un État centralisé qui a ses décisions prises en un seul endroit. Bien sûr, mais on se sent quelque peu mis à l'écart. Des choses sont faites, eh bien, c'est la raison précisément pour laquelle nous sommes là. C'est que nous avons voulu que soient posés les problèmes de la Martinique et de la Guadeloupe à partir de la Martinique et de la Guadeloupe. Au lieu d'avoir une carte de géographie qui soit centrée sur la métropole, c'est une carte de géographie qui est centrée autour de votre vie. Hein, et il y a une phrase d'Aimé Césaire que j'aime beaucoup qui disait un peuple, et d'ailleurs un homme, ne peut pas longtemps ignorer la géographie dans laquelle il vit. Eh bien, c'est exactement cette réalité-là. Il n'y a aucune raison que les centres de décision soient toujours là-bas. Et c'est vrai aussi, vous savez, pour les régions françaises, hein, qui ont le sentiment que tout se décide à Paris, et nous croyons c'est un peu le même sentiment, c'est vrai, avec un qu'il faut au contraire qu'il y ait des centres de décision qui soient directement au contact du terrain et des problèmes qui se posent. Et la France y gagnerait beaucoup, et l'Europe y gagnerait beaucoup. Et vous voyez que c'est un combat. Mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que oui, c'est absolument faisable. C'est absolument faisable. L'idée qu'on est dans un pays où les décisions se prennent toujours dans les mêmes endroits, fermés, sans contact avec le terrain, cette idée-là est une idée qu'il faut faire reculer. Parce qu'il faut changer l'organisation de notre système étatique et d'administration. Autre question, celle du changement climatique. Emmanuel Macron a défendu justement les accords de Paris sur le climat aux États-Unis face à Trump. C'est évidemment un plan international, mais qui est piloté, le projet est piloté par l'Europe. Aux Antilles, nous sommes directement tributaires de ces problèmes et de ces changements climatiques. Annick Girardin disait hier de son côté qu'elle souhaitait justement renforcer les systèmes d'alerte en cas de phénomènes majeurs. Quelles mesures immédiates pourraient être prises justement, je dis encore une fois, par l'Europe par rapport à cela?
permettez-moi de dire ceci. Vous savez bien, et tout le monde sait, que pour les élections, et les élections européennes en particulier, l'abstention est catastrophique, et même catastrophiquissime, si je pouvais inventer des mots. 90% ou presque d'abstention. Or, si vous prenez la question de cette vie quotidienne, je disais des cyclones, des sargasses, Vous arrivez au bon moment pour les sargasses, absolument. Et puis on pense à la Réunion, ce qui s'est passé avec le cyclone Fakir, on va en dire un mot si vous voulez, etc. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut... Je reprends la question, et ma phrase en même temps. Vous voyez l'idée que la Martinique ou la Guadeloupe pourraient toutes seules répondre au problème de ces changements climatiques, c'est pas possible. Pourraient toutes seules imposer à d'autres des règles simplement de leur propre volonté, c'est une absurdité qui n'est même pas digne d'une cour de récréation de maternelle. Et donc on voit bien que ces questions ne peuvent être abordées que par un ensemble qui pèse lourd à la surface de la planète. Pour peser sur Trump, vous voyez bien qu'il faut que ce soit des chefs d'État puissants et des ensembles puissants. Macron, mais pas seulement, Emmanuel Macron voit de l'Europe. Autrement, évidemment, ça ne marcherait pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais... Une réponse, oui. Je reprends la question... Finalement, vous bifurquez un petit peu. Je ne bifurque en aucune manière. Je reprends la question des sargasses, si vous voulez bien. Il y a ainsi cet envahissement, peut-être même cette invasion, qui dure depuis quelques années, mais qui est extrêmement nuisible, évidemment, parce que la décomposition de ces algues émet des vapeurs, des gaz qui sont très nocives ou très désagréables pour les organismes humains, et très nocives même pour les métaux, les moteurs, les menuiseries des maisons, etc. Il y a évidemment deux questions à poser auxquelles il faut répondre. Première question, est-ce qu'on peut, par exemple par des barrages flottants, ce qui s'est fait dans un certain nombre d'endroits, arrêter lorsqu'on a une alerte et l'arrivée de ces vagues? Première question, ça demande des investissements. Et deuxième question, qu'est-ce qu'on peut faire de ces organismes vivants? Les réutiliser on devrait pouvoir en faire de la biomasse, à partir de laquelle on pourrait faire, je ne sais pas, du gaz, de l'électricité, enfin quelque chose qui soit une utilisation pratique, peut-être des amendements agricoles. En tout cas, avec les algues vertes en Bretagne, il y a des réalisations de cet ordre. Donc c'est une piste. Ça demande de la recherche, ça demande des entreprises, ça demande une politique volontaire, et ça demande, à mes yeux, en tout cas c'est ce que je défendrai, que pour protéger les habitants, on accepte en France le classement en catastrophe naturelle de l'arrivée des sargasses. Et je trouve que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour les gens qui sont directement affectés par ces phénomènes-là. On vous entend bien. Alors, dans 3 semaines, ce sera les 1 an d'Emmanuel Macron à la tête de l'État. Est-ce que vous êtes toujours satisfait de votre alliance avec La République En Marche? Moi, je suis très content, en tout cas, que cette élection ait eu lieu, et très content qu'on ait fait sauter l'ancien système qui voulait que 2 partis, qui étaient minoritaires, représentés peu en France, aient le monopole du pouvoir. Simplement, ils se succédaient dans le temps. Songez aux changements qui sont intervenus depuis 1 an. Vous n'êtes pas d'accord sur tout, mais si en 2022, il se représente, vous le soutiendrez? Est-ce que vous voulez bien qu'avant 2022, on traite de 2018, puis de 2019, avez déjà une petite idée. Puis de 2020? En tout cas, je suis très frappé par le fait que c'est un président de la République qui est à la hauteur de sa mission. On aura donc l'occasion d'en reparler. Et il y avait, si j'ose dire, il y avait longtemps que les Français, sous quelque latitude qu'ils se trouvent, attendaient d'avoir un président de la République qui soit aussi actif, aussi entreprenant, aussi résolu dans sa manière de traiter les problèmes du pays. Et aussi, comment dirais-je, avec un certain don pour faire entendre la voix de la France. Même si vous n'êtes pas d'accord sur tout. Merci François. Vous savez, dans la vie, on est
pas toujours absolument d'accord sur tout, et en tout cas pour moi, c'est une marque de liberté. On en reparlera. Merci François Bayrou d'être venu nous voir ce soir. Vous restez avec nous, on va parler, on va au chapitre social à présent. Le réseau Mosaïque est toujours au point mort. Après le face-à-face tendu entre les salariés du réseau et les usagers hier, aujourd'hui, 2 réunions ont eu lieu. L'une entre les chauffeurs, salariés et la direction de la CFTU au sujet de leur droit de retrait déposé mardi. L'autre avec Bertrand Cambusi, représentant des sous-traitants au sujet du versement du paiement des congés des salariés de Transcapital qui ont été transférés vers le nouveau marché. Des paiements en attente pour l'heure, c'est la seule condition pour que les salariés reprennent le travail. Direction la Guyane, à présent, plaque tournante du trafic international de cocaïne. Le territoire est gangréné par le phénomène des mules, ces hommes et ces femmes qui transportent de la drogue pour quelques milliers d'euros. Selon les autorités, il serait plus de 4000 chaque année. Les douaniers sont débordés par l'ampleur du phénomène. Jean-Marc Dabreux, Michelet François. C'est un contrôle de routine pour les douaniers de l'aéroport Cayenne Félix Ebouni. Elle est très lourde, votre valise. Vous avez rien de particulier? Cette femme, soupçonnée de trafic de stupéfiants, voit son bagage inspecté de fond en comble. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Vous savez ce que c'est, madame? Ok, dans la valise. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Oui, madame, c'est de la cocaïne. Son voyage s'arrêtera ici. 18h45, vous êtes en retenue douanière maintenant, hein? D'accord? Vous m'entendez? C'est le flair de ce labrador qui a mis les fonctionnaires sur la piste. 4 kilos de cocaïne dissimulés dans le double fond d'une valise en partance pour Paris. Valeur marchande, près de 160 000 euros. Au même moment, cet homme est interpellé. On vient de retrouver 4 kilos de poudre blanche dans son bagage et les douaniers ne sont pas au bout de leur surprise. Les collègues ont pratiqué un test sur les urines du monsieur pour s'assurer qu'il n'avait pas aussi ingéré de la cocaïne. Ce test est positif. Une radiographie réalisée à l'hôpital le confirmera. L'individu a ingéré 50 boulettes de cocaïne. Le risque, c'est qu'il y ait une boulette qui fissure ou qui rampe, et dans ce cas-là, c'est une urgence chirurgicale. Et on va par ailleurs prescrire un traitement médical afin d'accélérer le transit et d'évacuer toutes les boulettes. 10 kilos de cocaïne saisis en un après-midi. Une journée de travail ordinaire pour les douaniers de Guyane. Sur une année, les autorités judiciaires estiment à 4000 le nombre de mules, seuls 10% sont interceptés. La Guyane est devenue une plaque tournante pour le trafic international. La cocaïne, produite au Pérou, en Colombie, transite par voie terrestre avant d'alimenter par la voie des airs 20% du marché hexagonal. Dans une région frappée par 40% de chômage chez les jeunes, les commanditaires ont peu de mal à recruter des candidats au voyage, rémunérés quelques milliers d'euros. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que là, j'ai pas de boulot. Vous regrettez Oui, je regrette. C'est vrai qu'il vous attend par la suite? Non. Condamnés à des peines allant jusqu'à 5 ans de prison, les mules représentent à elles seules la moitié des détenus du centre pénitentiaire de Guyane. Toujours en Guyane, la mesure gouvernementale qui vise à consigner les canettes et les bouteilles en plastique dans les Outre-mer est désormais appliquée. Dorénavant, il faudra sortir quelques centimes supplémentaires de sa poche. Les précisions de Gaël Ouassim. Vous ne verrez plus vos déchets de la même manière. Annoncé lundi dans sa feuille de route sur l'économie circulaire, le gouvernement prévoit une consignation des déchets plastiques proposée à l'ensemble des territoires d'outre-mer. Une façon d'améliorer le flux de déchets sur nos territoires. Il faut que chacun, à son niveau, fasse les bons gestes. Le tri en Guyane, effectivement, est mis en place depuis quelques années. Il est encore... on va dire en phase de démarrage. Augmenter la performance du tri permet une meilleure valorisation et un meilleur recyclage des produits triés. Sous forme d'expérimentation dans les Outre-mer et matérialisée par une légère hausse des prix à l'achat des bouteilles d'eau et de canettes, cette décision restera à l'initiative des collectivités locales. La collectivité territoriale de Guyane sera l'entité, l'institution qui choisira ou non de passer à la consigne. La feuille de route sur l'économie circulaire prévoit que le financement de cette mesure ne soit pas assuré au travers d'une hausse des prix, mais au travers d'une contribution
une contribution augmentée des éco-organismes dans les filières considérées. Certains pourraient sourire de cette opération car la Guyane se met à peine au tri sélectif, bien après la France hexagonale et d'autres territoires ultramarins. On n'est pas des mauvais élèves, on est juste, je dirais, submergés par le quotidien, par des choses qui sont encore plus importantes et encore plus prégnantes pour la population. Les déchets, c'était quelque chose d'important pour le développement durable, mais c'était peut-être pas la priorité jusqu'à présent des institutions. Et là, bon, c'est peut-être l'occasion, justement, encore une fois, cette feuille de route, elle est valable pour l'ensemble des départements français. La France n'est pas non plus un excellent élève en matière de tri. On n'est pas mauvais par rapport aux pays européens, mais on peut encore faire mieux. L'idée de cette feuille de route, c'est de faire beaucoup mieux, avec encore une fois des objectifs assez ambitieux. Faire mieux partout, y compris en Outre-mer. Si la date d'application de cette nouvelle consigne n'est pas encore arrêtée, elle devrait s'appliquer dans nos territoires dans les mois à venir. Les sargasses, ce fléau ne touche pas que nos côtes. Le littoral de l'île Sœur est également infesté. Les autorités publiques ne savent plus quoi faire face au phénomène. Les professionnels de la mer désespèrent eux aussi. Reportage au gosier de nos confrères de Guadeloupe. Au port de pêche de Saint-Félix, c'est de nouveau les sargasses qui rythment les journées de ces professionnels de la mer. Quand on ne peut pas sortir en mer, comme vous avez vu, le port est complètement rempli. Nous, on s'organise simplement. On fait d'autres projets qui nous permettent de voir l'avenir autrement, on dira. Parce que moi, depuis le temps que je fais la pêche, ça fait bientôt 20 ans que je fais la pêche. Et comme on voit que la ressource diminue de plus en plus, on est obligé de s'organiser pour trouver d'autres choses qui vont nous permettre de survivre. Et là, en l'occurrence, j'essaie d'aménager un petit snack qui me permettra de proposer les produits frais de la mer. Justement, par tout ça, j'ai eu un souci avec mon moteur, ça a fait chauffer mon moteur, ça a bousillé mon moteur. Donc là, entre-temps, j'ai mis le bateau à terre déjà réparé. Et là, je veux faire un petit peu le carénage, la peinture un petit peu, voilà. Donc c'est le quotidien, voilà. Donc on attend que ça passe, voilà. Ouais, dans mon cas, reparti après la réparation, quoi. C'est pas évident, à chaque fois pour rentrer et sortir là-dedans. Donc en gros, j'ai eu pour 2000 € de réparation sur le moteur, voilà. Donc j'ai pas compté, après il faut acheter la peinture pour faire le bateau et tout ça, mais en gros c'est ça, parce que quand le moteur chauffe comme ça, moi j'ai eu la chance que j'ai pu la réparer, mais des fois après sinon le moteur il est foutu. Alix découvre cette année l'ampleur du phénomène et même pour ce plongeur aguerri, ces invasions sont problématiques. Les allées et venues sont un petit peu limitées, quoi. Donc on essaie de s'occuper sur le terrain, sur terre. Donc on est marin sur terre. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai que c'est un peu critique quand c'est les périodes de sargasses comme ça pour la pêche. On fait attention à ne pas encrasser ses moteurs surtout. C'est surtout ça parce que quand on est plongeur, on plonge mais on aimerait que le bateau vienne nous récupérer après. Donc c'est juste ça, donc ça met un peu plus de temps. On négocie un petit peu les radeaux, les abords et nous on essaye de s'éloigner justement des radeaux. Bon. Mais c'est pas toujours évident. Un brin fataliste, mais particulièrement réaliste. Ces pêcheurs ont appris à vivre avec le temps, avec ces arrivages d'algues dans leur port, mais surtout à s'adapter à chaque invasion massive de sargasses. Restez avec nous dans un instant, nous prendrons la direction de la scène de Tropicatrium pour le coup d'envoi de la Biennale de danse. C'est l'Algérie qui est mise à l'honneur pour cette première représentation de la saison. Vous le verrez, je ne vous en dis pas plus. Et puis dans votre JT des communes, nous retournerons au Robert. Aujourd'hui, tous les établissements scolaires de la ville ont été fermés jusqu'à nouvel ordre à cause des gaz toxiques des sargasses. Mais avant cela, faisons un saut dans le temps avec les élèves du collège Robert III. Ils ont été transportés en plein XVIIIe siècle à l'habitation du Buc. En costume d'époque, ils ont incarné le temps d'une journée les personnages de l'ancien temps pour faire découvrir l'histoire de ce haut lieu du patrimoine martiniquais à des plus jeunes, une classe de CM2 de la commune. Une découverte ludique de cette ancienne habitation sucrière qui fournissait d'ailleurs la cour de Versailles à l'époque. Guy Raphaël René. À son apogée, l'habitation du Buc était l'une des plus importantes unités de production sucrière. Elle fournissait la cour de Versailles pour les réceptions. C'est à travers des personnages de l'habitation incarnés par les collégiens que l'histoire est racontée aux plus jeunes. Brice incarne Balthazar du Buc qui régnait sur l'ensemble du domaine. C'est lui qui a fondé toute la famille, c'est lui qui gérait à peu près tout, c'est lui qui ordonnait aux esclaves de faire le travail. Je possédais aussi quelques cases, des maisons. Et aujourd'hui, mon travail consiste à faire les élèves des écoles du Robert
découvrir tout l'ensemble de la caravelle et de découvrir ce qu'on faisait au temps des Dubuc. Imaginez ce qu'était la cuisine de Mont Céleste, au temps de Mont Céleste. C'était une esclave, elle travaillait et elle cuisinait pour la table du maître et ses invités. Mont Céleste, la cuisinière, est incarnée par Priscille. Elle tenait une place importante également dans la vie quotidienne. Je l'ai fait découvrir le rôle de Mont Céleste, ce qu'elle était, ce qu'elle faisait sur l'habitation, par des jeux ou par des messages. C'est grâce à elle que tout le monde mangeait et que tout le monde était en bonne santé. Parce qu'elle connaît toutes les plantes médicinales et guérissait certains esclaves. Le but, c'est qu'on les fasse un peu sortir, souvent, toujours sous les ordinateurs, tout et tout. Ça leur permet aussi de voir le paysage et de couvrir l'histoire de la Martinique. Des jeux de rôle pour mieux s'imprégner de l'histoire, mais aussi des épreuves sportives qui permettent de résoudre une énigme. À chaque épreuve, si on gagne, on nous donne des indices pour au final former un puzzle où après on pourra lire toute la phrase. Le but final, c'est au plus de s'amuser, apprendre des choses et puis réussir le puzzle. Depuis la réforme des programmes scolaires en 2015, les CM2 et les 6e font partie du même cycle, le cycle 3. On a décidé aujourd'hui de les réunir et de faire une action pour que les enfants du CM2 abordent déjà comment on travaille en collège. Et par la même occasion, ça permet aux élèves de 4e du collège de réaliser un projet d'éducation artistique et culturelle qui s'appelle Animer, un lieu du patrimoine de la Martinique. Une journée qui a également permis aux collégiens de valider une de leurs compétences d'enseignement moral et civique, intitulée « Je m'investis dans ma communauté ». Du sport à présent, le Tour cycliste junior débutera demain au Robert. Une 13e édition avec la présence d'une délégation d'Île-de-France déjà annoncée comme favorite. Un parcours durant lequel les coureurs devront montrer leur talent de rouleur et de grimpeur. Présentation des forces en présence avec Caril Chassol et José Lechertier. Qui succédera à Edwin Nebul du VCF, vainqueur du Tour junior l'an dernier? Si certains coureurs martiniquais, potentiels vainqueurs tels Florian Saint-Louis du Mandina Bikers, Malik Balusque du VCF ou encore Erdual Fabien de la JC 231 notamment sont cités, c'est clairement vers les équipes invitées, singulièrement celles d'Île-de-France, que les regards se tournent. Cette formation est annoncée comme favorite avec en son sein 2 membres de l'équipe de France, Luca Pagné et Pierre Elliott. Les autres formations invitées, Saint-Domingue, Sainte-Lucie, le Réveil en Guadeloupe ou encore Saint-Martin pourraient également tirer leur épingle du jeu. Côté parcours, au menu pour les 66 coureurs, 460 km à avaler en 5 étapes, dont une en 2 tronçons, et pas moins de 16 prix de la montagne seront à franchir. Comme nouveauté, il faut compter qu'il y aura Galoucha. Au niveau des participants par rapport à l'an dernier, il y aura en principe pratiquement les mêmes clubs invités, sauf qu'on n'aura pas Porto Rico par rapport aux cyclones qui ne peuvent pas venir, mais nous allons remplacer par une équipe de la Guadeloupe. Nous n'aurons pas les mêmes participants, nous aurons un changement, mais seulement il faudra dire qu'on aura à peu près les mêmes pays. Et avec l'accident survenu en 2017 lors de la dernière étape du Tour Junior, l'organisation met l'accent sur la sécurité. On a renforcé la sécurité. On aura en ville-étape, la dernière étape ne partira pas au Verprix cette année, partira au Robert, qui veut dire que c'est aussi un changement, et arrivera au Robert. Et au niveau de la sécurité, on a fait un renforcement au niveau des motos signaleurs et aussi au niveau signaleurs à pied. Qui veut dire qu'un renforcement et on fera tout pour que la sécurité puisse primer avant tout. Départ de la première étape demain 14h du Robert pour 75 km en passant par le François, Ducos, Rivière-Salée, le Saint-Esprit, le Lamentin, le Robert, Trinité et une arrivée à Sainte-Marie. On connaîtra alors le premier maillot jaune de cette 13e édition du Tour Junior de Martinique. Les joueurs du club franciscain, auréolés de leur récente victoire, ils sont champions de la Caraïbe en football amateur, ont été reçus hier par le président du conseil exécutif de la CTM, Alfred Marie-Jeanne, qui a salué leur performance en République dominicaine. Lors de ce rendez-vous, une autre question a été posée, celle du statut des joueurs, car ils sont tous amateurs. Voyez ces réactions face à la caméra de José Lechertier. Après une aussi belle aventure,
récompensé par le trophée des clubs champions de la Caraïbe amateur. Le club franciscain est vraiment ravi de ce titre. Et puis on savoure l'événement pleinement. Maintenant, il nous reste encore des échéances à venir, à nous de nous reconcentrer pour aborder les 2 autres compétitions qu'on a à jouer, la Coupe de Martinique et le championnat. C'est vrai que nous savions que le club franciscain, compte tenu de son expérience, compte tenu de la qualité de ses joueurs et compte tenu du sérieux de l'organisation de ce club, était capable de réaliser cette performance. Le club franciscain revient, il va enchaîner, il me semble, 7 matchs en 35 jours, un match tous les 4-5 jours, avec à nouveau un déplacement à la Jamaïque pour affronter effectivement en barrage de cette Champions League CONCACAF, un club professionnel. La performance du club franciscain nous interpelle, parce que ça fait un moment que nous réfléchissons avec Samuel Perrault, le président de la Ligue, à faire évoluer le football martiniquais. Ça, lors des assises du sport martiniquais, nous avons également abordé ces questions. 1. Il est évident que le statut d'amateur ne convient plus. 2. Un championnat territorial avec 14 clubs, c'est trop lourd. Donc réduire le nombre de clubs à 12, de manière à avoir un championnat, moins de matchs dans le championnat, et permettre donc aux clubs de participer à ces différentes compétitions internationales, puisque même si ce sont des amateurs, ils ont pratiquement un match tous les 5 jours, et cela, il faut être prêt physiquement, il faut récupérer, et le statut actuel n'est pas très conciliable. Culture, à présent, c'est le rendez-vous incontournable des amoureux des arts de la scène. La Biennale de danse fait son retour sur la scène de Tropicatrium. Premier ballet, celui d'une troupe de danseurs venus d'Afrique, dans une représentation inspirée du célèbre roman de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, l'histoire d'un jeune garçon envoyé par ses parents étudier à Oran juste avant la guerre d'indépendance en Algérie. La mise en scène est signée Hervé Koubi. Sandrine Claude y a assisté. Regardez. Et il est temps de se rendre dans vos quartiers tout de suite, le JT des communes. On part au Robert où les sargasses sévissent encore. Regardez ces images de ce phénomène très inhabituel aujourd'hui et dans la baie du Robert. Ce sont des centaines de poissons qui se sont échoués dans les algues brunes. Leur mort aurait été provoquée par les gaz toxiques qu'elles dégagent. Le Robert où les cours avaient été suspendus mardi au collège Robert III à cause de ces fameuses émanations d'hydrogène sulfuré des algues sargasses en décomposition. Des algues brunes sont progressivement retirées de la plage. Les cours ont furtivement repris ce matin, mais en début de journée, la fermeture administrative a été imposée à tous les établissements de la commune. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. Décidément, ce phénomène sargasse au Robert cause bien des soucis à la communauté scolaire, notamment ici au collège 3 du Robert. La mairie a dû procéder ce matin à une fermeture administrative de l'établissement et tous les enfants sont partis vers 13h. Déjà la semaine dernière, le collège Robert III connaissait une première fermeture due aux émanations de gaz. Fermeture administrative, pas une évacuation, insiste le principal.
Alors que les cours ont repris normalement ce matin, nouvelle alerte, le taux d'hydrogène affichait un ppm de 1,2, la valeur moyenne sur 8 heures étant de 5. Ils auront réouvert le collège ce matin et les retours du proviseur et des élèves et des parents d'élèves ont fait que le maire a pris la décision de fermeture du collège. Une odeur de pourri dans l'air, c'est la réalité sur tout le secteur de Pontaléry. Bizarrement, en bord de mer, l'odeur est à peine perceptible. Très vite donc, la mairie prend l'engagement de fermer le collège. Un message est diffusé sur les réseaux sociaux. Les premiers parents se dépêchent de venir récupérer leurs enfants. J'ai récupéré ma fille, j'ai vu l'odeur. Et il y a classe, il y a encore école, je ne sais pas trop. Alors j'ai demandé à ce que je récupère ma fille par rapport à l'odeur des sargasses. Les cours n'ont pas été assurés aujourd'hui, les professeurs n'ont pas assuré. Donc voilà, les enfants ont demandé aux parents de venir les chercher. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est à cause du taux d'hydrogène, c'est trop fort? Ah oui, toujours persistant. Et ça reprend quand l'école? Nous ne savons pas, nous n'avons pas plus de précision que ça. Troubles respiratoires, vertiges, maux de tête font partie de la longue liste des réactions possibles suite à une exposition à l'hydrogène sulfuré. Aucun enfant ne s'est réellement plaint, mais la mairie a préféré prendre les devants. On va amener les machines adéquates, donc puisqu'on n'avait pas pu avoir, elles n'étaient pas encore disponibles, les machines adéquates qui pouvaient enlever les sargasses. Donc là, elles arrivent à partir de cet après-midi. Plus tard, on apprendra que c'est l'ensemble des écoles de la commune qui sera fermé au public. Décision du maire. Un gros week-end d'enlèvement des sargasses en prévision pour les services de la municipalité qui assurent que si tout se passe bien, le collège pourrait réouvrir le 2 mai. Cette information, si vous souhaitez faire un don de sang, comme chaque soir, demain vendredi, le camion de l'EFS sera stationné sur le parking de la Grande Récré et de Bureau-Vallée à Ducos de 13h à 18h. Et puis le reste du temps, la maison du don à l'hôpital Pierre-Zob d'Akitman vous ouvre ses portes, chaque jour ouvré, de 8h à 16h. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve dans un instant pour Rendre chez PIA. A tout de suite.